Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence aux côtés de Solocal. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Solocal, elle est beaucoup plus connue des Français pour sa marque Page Jaune, mais c'est aussi une société cotée qui est le premier acteur français du marketing digital. Et avec un peu plus de 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est surtout une entreprise qui accompagne dans leur digitalisation un grand nombre de sociétés françaises, plus de 300 000, et des PME, des ETI, mais aussi des grandes enseignes, des collectivités. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons... avec nous Hervé Milsan, qui est son directeur général, et Olivier Regnard, qui est son directeur financier. Merci messieurs, merci de votre présence, de parler aux actionnaires individuels. Nous avons reçu beaucoup de questions et nous leur donnerons la parole tout à l'heure, mais peut-être Hervé, vous pouvez commencer par nous présenter très généralement un premier propos sur Solocal. Merci Aldo. Merci et bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et je suis d'autant plus ravi que j'ai tenu à être aujourd'hui ici devant vous. J'ai tenu à être ici parce que... comme vous le savez sans doute, j'ai rejoint le groupe Solocal depuis maintenant 9 mois. Et pendant cette période, je l'ai consacré à 3 grands événements. Le premier, ça a été de garantir, d'assurer les engagements que nous avions pris à l'occasion du budget 2021 en cette fin d'année 2021. J'y tenais beaucoup. Ce n'a pas été du tout facile. Et pendant 9 mois, je peux vous dire que le pilotage opérationnel a été extrêmement compliqué. Mais vous le verrez un tout petit peu plus tard, j'ai le plaisir, pour ne pas dire la fierté, de vous confirmer que les engagements qui avaient été pris par Solocal seront tenus. Le deuxième événement et la deuxième action que j'ai souhaité mener, c'est de me constituer autour de moi une équipe de direction que je vais vous présenter un tout petit peu plus tard. Et puis, enfin, parce que c'était la demande de notre conseil d'administration, eh bien de réfléchir à l'élaboration d'un plan à 3 ans que je souhaite vous présenter, que je souhaite présenter à tous les actionnaires de Solocal. Alors, commençons, si vous me le permettez, et commençons évidemment par l'équipe, parce que cette équipe, comme vous le voyez, est une équipe que j'ai souhaité resserrer. Et construite finalement autour d'externes et d'internes. Bref, la diversité fait que je considère notre équipe aujourd'hui prête au combat et prête à l'engagement. Éric Cliffel, qui a rejoint le groupe maintenant il y a 1 an et demi, est en charge, c'est notre directeur général adjoint, et il est en charge des opérations commerciales et opérations clients. Grosse expérience, des antécédents de connaissances et d'expertise en matière de relations clients et de mise en marché de nos offres et de nos solutions. Olivier Regnard, 2 ans et demi, Olivier connaît parfaitement bien le dossier Solocal. Il apprécie, il a un lien très fort avec cette entreprise et la défend tous les jours. Maxime Widman, Maxime est une promotion interne. Maxime nous a rejoint au conseil de direction en août 2021. Je suis ravi de l'avoir nommé à ce poste. C'est une expertise digitale, une connaissance de nos produits inégalée. Et puis enfin, nous avons été chercher Stéphanie Zeppa, notre nouvelle Chief Technology Officer, notre nouvelle patronne finalement de la technologie et des systèmes d'information, rodée aux conduites de changement,
aux modernisations des systèmes d'information. Donc voilà, l'équipe aujourd'hui est installée pour mener, installer, exécuter le plan stratégique que je vous présenterai dans quelques minutes. Alors, Solocal, je vais y revenir très brièvement parce que je suis persuadé que vous en connaissez les grandes métriques. Le premier, effectivement, c'est un moteur finalement de recherche, au-delà de son média. C'est un moteur de recherche d'1,7 milliard de recherche en 2021. Le petit signal positif que je veux y retenir, c'est que pour la première fois, le nombre de recherches en 2021 sera stabilisé. Comme vous le savez, Page Jaune, qui est notre marque emblématique, aujourd'hui est utilisée par 1 Français sur 2 quotidiennement. Notre base de professionnels est constituée de 4,7 millions de professionnels. Finalement, c'est notre territoire de jeu. Et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Nos clients, une base client inégalée en matière de TPE et de PME, 311 000. Là aussi, en septembre 2021, cette base est stabilisée. Et puis enfin, et j'y reviendrai encore, un taux d'attrition de 11,8%, qui est un vrai bon taux en cette fin d'année 2021. Alors, je vous le disais en introduction, j'ai le plaisir de nous confirmer, de vous confirmer, que les ambitions prises à l'occasion du budget 2021 vont être tenues. Mais au-delà des engagements, moi je voudrais retenir quelques signaux encourageants. Certes modestes, mais encourageants. En l'occurrence, au 2e trimestre et au 3e trimestre 2021, nous avons eu à constater une croissance de notre chiffre d'affaires. Après des années de décroissance. Certes, je le nie pas, elles sont modestes ces croissances. Plus 0,6, plus 0,4. Mais je suis convaincu que c'est le début d'une inflexion de cette courbe invertueuse, non vertueuse, en matière de décroissance de notre chiffre d'affaires. Je pense que les trimestres futurs, et en particulier celui du T4, devraient confirmer ces tendances positives. Au-delà de notre chiffre d'affaires, 3 indicateurs clés opérationnels très encourageants. Je l'ai dit et je l'ai évoqué il y a maintenant quelques secondes, notre taux d'attrition client est à 11,8%. Je rappelle qu'au 1er janvier 2021, ce taux d'attrition, ce même taux d'attrition, était de 20%. Deuxièmement, notre parc client, j'allais dire, est enfin stabilisé à 311 000 clients. Enfin, notre revenu moyen est en légère croissance. Nous atterrissons en cette fin juin 2021, de ce premier semestre, nous atterrissons à 1 340 € par client. Tout cela pour vous dire et vous confirmer que nous confirmons l'objectif d'EBITDA à 120 millions d'euros pour l'exercice 2021. Alors bon, ça ce sont vos ambitions pour 2021, mais est-ce que vous pourriez quand même nous parler un peu plus du groupe, parce que les Français, comme on l'a dit au début, connaissent bien Page Jaune, mais connaissent pas forcément Solocal, et peut-être même c'est le cas de vos actionnaires. Donc est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, et puis surtout comment vous mettez en place, vous allez déployer votre stratégie pour les années à venir? En effet, Aldo, écoutez, je suis là pour ça. Je suis là pour finalement partager avec vous quelles ont été nos réflexions depuis maintenant 9 mois et finalement nos recommandations. Et j'ai l'habitude de commencer une réflexion stratégique finalement par le commencement. Et le commencement, eh bien, ce sont nos clients. Parce qu'ils nous apprennent
énormément de choses. Donc, si vous me le permettez, ouvrons finalement le capot de notre base de données client. Alors, vous allez sans doute pas beaucoup découvrir de choses quand je vous dirai qu'effectivement, 87% de notre base client est constituée d'entreprises entre 0 et 9 salariés. Donc nous sommes sur notre cœur de cible qui sont les TPE, mais aussi les PME, mais majoritairement des TPE. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire, mais en fait finalement, quels sont les poids relatifs par secteur d'activité de notre portefeuille client. Et là, vous le voyez, il est extrêmement homogène, finalement. Les 6 grands secteurs que nous avons l'habitude d'utiliser sont représentés. Certes, il y a quelques écarts, mais finalement, c'est relativement homogène. Ce qui commence à devenir extrêmement intéressant, c'est quand on passe du nombre à la valeur. Et je vais prendre l'exemple de l'habitat, qui est un secteur d'activité extrêmement actif. Ce secteur d'activité représente en nombre 26% de nos clients. En valeur de notre chiffre d'affaires, il représente 36%. Pour autant, ce secteur-là, dans la base des professionnels, est constitué de 450 000 professionnels en France. Pendant que des secteurs comme le B2B ou le secteur des services sont constitués d'1 million de professionnels. Vous l'avez compris, nous sommes en train d'orienter notre stratégie commerciale autour de ces 2 nouveaux secteurs parce que je souhaite qu'ils reproduisent les taux de pénétration que ce local a réalisés de façon excellente sur l'habitat. Et je suis persuadé que si nous arrivons à pénétrer ces secteurs comme nous l'avons fait sur l'habitat, alors à ce moment-là, nous retrouverons une activité en croissance. Nous ne les choisissons pas uniquement par le nombre de professionnels. Nous les choisissons aussi par l'appétence de ces secteurs à utiliser nos solutions sans investissement considérable additionnel. Nous pensons que le B2B et les services sont des secteurs qui ont strictement les mêmes codes, les mêmes besoins que celui de l'habitat. Alors au-delà finalement de cette photographie à l'instant T, nous nous sommes aussi posé la question pendant ces 9 mois finalement des besoins de ces TPE et de ces PME. Et là je souhaiterais simplement retenir 3 éléments. Le premier, c'est que ces TPE et ces PME nous ont confirmé qu'ils avaient besoin dorénavant d'Internet. Ils avaient besoin d'Internet, ça tombe bien pour ce local, ils avaient besoin d'Internet parce qu'ils ont compris que sans un Internet, ils n'auraient pas de visibilité, pas d'exposition commerciale. Le second enseignement que nous en avons tiré, c'est que, certes, ils font ce constat, mais ils ont besoin d'accompagnement. Parce que la culture de ces TPE-PME en matière d'environnement digital est relativement faible. Et donc la proximité, l'accompagnement, le conseil sont autant d'actifs et d'obligations au développement de la transition digitale des TPE et des PME. Et puis le troisième enseignement que nous avons découvert finalement, c'est que au-delà de solutions digitales en matière d'exposition et de développement commercial, eh bien ces mêmes entreprises ont des besoins de rationalisation, de numérisation, de tâches administratives qu'ils considèrent aujourd'hui comme extraordinairement chronophages et finalement pénibles pour leur activité et leur développement. Je pense à des activités de comptabilité,
Je pense à des activités de facturation ou de préfacturation. Je pense à des activités de paiement et de fiches de paye. Donc il y a finalement une tendance de fond qui est en train de s'opérer en matière de transition digitale dans le segment des TPE et des PME. Solocal, de ce point de vue-là, est extrêmement bien positionné. Pas tant sur ses produits, sur lesquels je vais venir dans 5 secondes, mais aussi dans sa capillarité de proximité avec nos forces de vente et nos conseillers digitaux. Alors je l'ai dit, comment nous répondons à ces besoins ? Eh bien nous avons, vous le savez, 3 grandes offres, 3 piliers qui constituent finalement le continuum de gamme du groupe Solocal. Le premier pilier, c'est un pilier de présence sur le web et sur Internet. Comment nous arrivons à coordonner, à organiser de façon la plus efficace la mise en exposition, la mise en avant des solutions et des offres de nos professionnels, à la fois sur Page Jaune, mais aussi sur l'ensemble des moteurs et des réseaux sociaux. C'est notre offre de présence. La deuxième offre, eh bien, c'est la création de vitrines digitales. Les sites Internet sont aujourd'hui un élément absolument essentiel de notre offre. Je profite d'ailleurs de cette prise de parole pour rappeler quand même que Solocal est le leader incontesté sur cette activité. Nous avons environ 40 000 sites en gestion et que ces 2 derniers quadrimestres, nous en vendons 1600 par quadrimestre. Donc il y a un vrai besoin, une vraie attente en matière de sites clés en main vendus. Et puis enfin, notre pub. Nous offrons à nos clients la possibilité de réaliser des campagnes de publicité pour leur compte. Et quoi de mieux finalement pour présenter cette offre qu'une vidéo que nous avons préparée pour vous. Si le planning de Jérôme, paysagiste à Lyon, est toujours rempli avec 4 mois d'avance, c'est parce qu'il reçoit un volume régulier de demandes clients toute l'année, auquel il répond rapidement et n'hésite pas à relancer si besoin, et qu'il en transforme une partie en projet concret. Mais comment fait-il pour ne pas passer tout son temps à la recherche de ses clients ? Il a adopté la solution Booster Contact de Solocal pour lui garantir des contacts clients de qualité et assurer son chiffre d'affaires tout au long de l'année. C'est simple, Solocal s'occupe de tout. Des experts évaluent en fonction des activités et de la localisation de son entreprise le nombre de contacts atteignables ainsi que le budget associé. Jérôme n'a plus qu'à choisir sa formule. L'acquisition de contacts peut alors commencer. Quand les internautes cherchent son activité sur sa zone d'intervention, son entreprise est mise en avant via des campagnes diffusées simultanément sur les moteurs de recherche les plus puissants. Google, Page Jaune, Bing et de nombreux partenaires en affinité avec son métier comme Hauts Travaux, le site spécialisé pour artisans. Les futurs clients ne peuvent plus passer à côté de l'entreprise de Jérôme. Grâce à une page créée spécifiquement pour sa campagne, ils peuvent le contacter de plusieurs manières, téléphone, email ou formulaire avec description détaillée de leur projet. Tout est mis en œuvre pour simplifier leur mise en relation. Jérôme reçoit une alerte à chaque nouveau contact et il peut leur répondre rapidement. Et il retrouve toutes ses demandes clients sur l'interface Solocal où il peut également consulter les performances et le paramétrage de sa campagne. Il sait qu'à partir de quelques contacts transformés, il rentabilise son investissement et développe son activité. Aucune mauvaise surprise d'un mois sur l'autre, uniquement des demandes clients qui n'attendent qu'à être concrétisées. Vous aussi, optez pour des campagnes proposant un retour sur investissement rapide et augmentez votre chiffre d'affaires avec la solution Booster Contact. Et découvrez en ligne tous les autres services de Solocal. Alors voilà l'offre, voilà quelle est aujourd'hui notre base client, mais ne restons pas égocentrés. Il consistait à savoir quel était le contexte concurrentiel dans lequel nous opérions. Et de ce point de vue-là, nous avons, observé pendant ces derniers 9 mois
quels pouvaient être nos acteurs, nos concurrents et finalement nos confrères. Nous les avons regroupés en 4 grandes familles. Les premiers, ce sont les acteurs dits SaaS, qui sont généralement des acteurs ultra spécialisés sur un des domaines de notre offre. Certains réalisent de la présence et que de la présence. D'autres réalisent du site et que du site. C'est la bulle verte. Nous avons aussi, évidemment, à se confronter avec des acteurs historiques. Les acteurs, les agences web et médias, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et qui, finalement, ont une offre beaucoup plus élargie, qui a une portée soit locale, soit nationale. Enfin, évidemment, nous avons observé ces derniers temps des acteurs de plateforme, donc des gens qui intègrent une part, toute ou partie de notre offre en une solution, mais qui, eux, ont fait le choix de verticaliser leur démarche. Dans la santé, suivez mon regard, dans le domaine du commerce de proximité, dans le domaine de la restauration. Et puis enfin, vous avez la dernière grande famille sur laquelle je ne reviendrai pas, qui sont les GAFAM. Nous sommes au milieu de tout cela. Néanmoins, si vous regardez la taille de la bulle, peu, pour ne pas dire aucun, à part évidemment les GAFAM, sont comparables en matière de taille au groupe Solocal. Alors les enseignements que nous avons pu en tirer de cette analyse concurrentielle sont de 3 ordres. Le premier, la concurrence a choisi le modèle SaaS. Le modèle SaaS, pour être précis, c'est finalement la capacité d'utiliser une solution informatique à distance. Donc vous avez pour l'acteur et pour le professionnel tous les avantages. Vous utilisez la solution digitale sans les inconvénients. Vous n'investissez pas dans l'infrastructure informatique, vous n'investissez pas dans les serveurs. En revanche, l'engagement de ces modèles SaaS, c'est d'accompagner de façon extrêmement chirurgicale vos clients. Parce que vous les laissez seuls à l'utilisation de ces solutions. Donc il y a une relation client à mettre en œuvre de façon extrêmement précise et efficace. Deuxième enseignement, c'est le professionnel. Ce que nous avons pu en tirer, c'est que finalement, nos clients et nos prospects ont compris qu'Internet allait faire partie de leur quotidien. Mais dès lors qu'ils sont encore en phase de découverte, ils ont besoin de réassurance. Et ils ont besoin d'être sécurisés sur l'investissement qu'ils vont réaliser. Et dès lors, il faut leur démontrer que la décision qu'ils ont prise est une bonne décision. Que le retour sur investissement est un excellent retour sur investissement. Enfin, sur les consommateurs, donc les utilisateurs finalement, et j'y reviendrai tout à l'heure dans la partie stratégique, finalement, ils ont tous besoin de confiance. Ils ont besoin d'aller chercher une information conforme à leur événement de vie dans un contexte de confiance absolue. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je souhaitais partager avec vous finalement un résumé de la recommandation stratégique que nous avons réalisée avec le comité exécutif en fin octobre 2021. L'esprit de ce plan stratégique est finalement un retour aux valeurs premières de ce local. Elles vont être de 3+1 faits saillants. Le premier, c'est qu'il nous paraissait absolument fondamental de renforcer notre stratégie commerciale. Quand j'ai rejoint ce local, il y avait plus de directeur commercial sur le segment le plus important depuis plusieurs mois. Et il y avait 2 directions régionales
qui n'avaient plus de manager. Il me paraît absolument essentiel que notre organisation commerciale soit en phase, en ligne, avec l'engagement de proximité que demande notre segment cœur de cible, en l'occurrence les TPE et les PME. La capillarité est un élément fondamental. Le deuxième élément qui est absolument important pour nous, c'est d'améliorer sensiblement notre satisfaction client. Je rappelle, une position de leadership ne peut pas accepter de ne pas avoir une relation client extrêmement poussée et hors de doute. Enfin, page jaune. Page jaune est, de notre point de vue, un actif stratégique pour le groupe, qui a été sans doute un tout petit peu délaissé ces dernières années. L'ultra-local va devenir un point stratégique essentiel, pas pour ce local, mais pour le marché français. Qui mieux que Page Jaune le matérialise et le concrétise. Enfin, ces éléments essentiels doivent nous amener à imaginer un Solocal comme le meilleur partenaire digital, et non pas uniquement marketing, mais digital des TPE-PME à l'horizon 2023-2024. Voilà les grands axes saillants de notre plan stratégique. Alors, vous allez me dire, en quoi concrètement ça consiste ? Sur le renforcement de notre stratégie commerciale, je l'ai évoqué tout à l'heure, un maillage local adapté au potentiel commercial. Nous devons être partout où le potentiel existe. Une direction régionale à Lyon est une obligation. Nous devons installer nos vendeurs là où il y a du potentiel. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé un vaste programme de recrutement, puisque nous allons recruter, entre le mois de décembre et le mois d'avril, 140 nouveaux commerciaux chez Solocal. Bien sûr que cet investissement ne peut pas se faire sans une gestion de leur performance. Donc nous avons, pendant ces 9 derniers mois, revu leur programme d'incentive, leur formation, leur capacité à installer les nouvelles offres sur leur territoire de chalandise. La formation, vous l'avez compris, est absolument essentielle. Et puis enfin, nous avons imaginé créer plein d'outils d'aide à la vente. Le premier d'entre eux, c'est de la cartographie. Je veux que les commerciaux aient une tournée de prospection cartographiée, géolocalement proposée à chacun de nos vendeurs. Je souhaite qu'il existe un plan de contact de notre base de données. Allez voir les meilleurs prospects pour leur proposer la meilleure solution. Il y a donc une analyse scientifique d'intelligence artificielle que nous sommes en train de tester maintenant depuis plusieurs semaines. Le deuxième point que j'évoquais dans le plan stratégique, c'est effectivement le client. Le client, je souhaite qu'il soit accompagné dès son premier jour chez Solocal. La prise en main des outils, des solutions ne s'invente pas. Elle doit être accompagnée. Donc les 100 premiers jours d'un nouveau client seront suivis par une personne, par un salarié de Solocal connu du client. Deuxième élément, c'est qu'au-delà finalement de son accompagnement commercial, vous l'avez compris, Solocal est une entreprise de technologie. Et donc il y a des solutions qu'il va falloir laisser prendre en main par nos clients. Et la prise en main de ces solutions, elle ne se fait pas de façon intuitive.
Et donc, il faut absolument que nous puissions accueillir par des technologies, par des experts, eh bien, l'installation d'un site internet, la mise en ligne d'une campagne de publicité. Cela est aujourd'hui en place depuis maintenant plusieurs semaines chez Solocal. Enfin, le savoir-faire et le faire savoir. Je pense que Solocal a d'excellents produits qui ont été développés dans les années précédentes. La question dorénavant se pose, comment nous allons le faire savoir ? Tout à l'heure, je vous parlais du retour sur investissement. Il est absolument essentiel que nos clients soient rassurés sur le nombre de contacts que nous leur proposons, soient rassurés sur le nombre de clics de leur site internet. Nos concurrents alimentent très régulièrement ces tableaux de bord. Je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas de façon beaucoup plus intense que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc le client doit être rassuré d'avoir contractualisé avec Solocal. Enfin, Page Jaune. Page Jaune, finalement, quelle est sa mission ? Et c'est une question que nous nous sommes beaucoup posée ces derniers mois. Page Jaune, c'est la capacité d'un média, finalement d'un moteur de recherche événementiel, à mettre en relation un professionnel et un internaute. Page Jaune doit devenir le média local de référence, si déjà ce n'est pas le cas. Je rappelle des volumes absolument importants en matière de recherche. Moi, je souhaite aller encore plus loin. D'abord, sur ces 6 derniers mois, nous avons investi considérablement. Petit 1, le moteur de recherche qui avait, je crois, 7 ans, a été complètement recréé, reconstruit. Donc nous avons aujourd'hui un moteur de recherche au niveau du marché. Deuxièmement, nous avons complètement revu notre application mobile. En prenant soin, 1, de l'expérience utilisateur, 2, de la personnalisation, 3, de la géolocalisation. Vous verrez sur cette application Page Jaune qu'il y a beaucoup plus de cartographie qu'il n'y en avait précédemment. Et ce n'est pas suffisant, ce n'est pas fini. Nous devons continuer finalement à investir sur le autour de soi. 78% des recherches aujourd'hui concernent le local. Et donc il est essentiel de faire de Page Jaune, finalement, notre bras armé pour les années à venir. Alors comment nous allons nous y prendre ? Eh bien nous allons labelliser nos professionnels. Je ne vois pas pourquoi Page Jaune ne le ferait pas, là où des Airbnb, des Blablacar le font. Faisons en sorte que l'internaute qui vient sur Page Jaune, ou qui viendra sur Page Jaune, vienne en totale confiance. Aller chercher le très bon professionnel. Et ce professionnel, eh bien, nous allons le labelliser autour de 5 critères, qui seront la qualité des contenus dont il dispose, les labels professionnels qu'il a acquis, les avis des utilisateurs, le statut évidemment de Solocal, est-ce que c'est un client, est-ce que ce n'est pas un client, mais ça ne sera pas bien sûr rédhibitoire ni éliminatoire. Et puis enfin, la notoriété, est-il populaire ou pas ? L'ensemble de ces critères devront faire de cette plateforme Page Jaune une plateforme de tiers de confiance. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire en matière de stratégie. Merci Hervé Miensan. On va peut-être passer aux aspects financiers. Comment cette stratégie se traduit dans l'activité opérationnelle de Solocal, Olivier Rognard. Effectivement, donc merci Aldo. En fait, toute la stratégie que vient de décliner Hervé a des impacts sur 2 inducteurs principaux.
Le premier, c'est l'acquisition en volume et en valeur, et après, c'est le taux d'attrition ou le taux de churn, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, le renforcement de la stratégie commerciale, et notamment sur la partie terrain, elle repose sur 3 éléments que vous avez bien notés. Plus de chasseurs, donc plus de commerciaux sur le terrain, avec des meilleurs outils, plus proches, avec un meilleur maillage local, territorial, des outils adaptés, on va dire presque ludiques. Et enfin, un plan de rémunération que l'on a complètement remodelé afin qu'il puisse être totalement adapté et en ligne avec notre nouveau modèle d'affaires que l'on aura tendance à développer un petit peu plus tard. Donc ces 3 éléments, plus de monde, plus d'outils, un meilleur plan de rémunération, doit nous permettre de développer l'acquisition de nouveaux clients en volume, mais aussi en valeur. D'un autre côté, vous l'avez compris, on souhaite mettre en place une gestion beaucoup plus proactive du parcours client, donc en meilleur accompagnement, des dispositifs de prévention, de rétention, qu'on a déjà commencé à mettre en 2021, et ça s'est bien ressenti sur le taux de churn et le taux d'attrition sur 2021, comme le mentionnait Hervé. Et ces éléments-là doivent permettre de maintenir, voire améliorer, notre taux de churn dans les années à venir. Avant de voir comment ça se transforme tout ça dans notre compte de résultats, revenons 1 minute sur le modèle d'affaires de Solocal. Le chiffre d'affaires de Solocal, il est constitué finalement de 2 éléments principaux. Le premier élément, finalement, c'est notre portefeuille de commandes, notre portefeuille de clients à date avec des contrats. Vous savez que 90% de nos clients sont désormais en abonnement, et donc plus aucune action, on va dire, manuelle, plus aucun acte de vente n'est nécessaire pour reconduire ces clients tous les ans ou tous les 2 ans. C'est la nappe ou le graphique illustré, la nappe 1 qui est bleu marine en bas. Et donc, quoi qu'il advienne, même si on avait 0 commerciaux, on aurait un chiffre d'affaires qui, on va dire, se reconduit d'année en année, modulo le taux d'attrition que l'on subit ou que l'on constate tous les ans. En parallèle de ça, on a une force commerciale, terrain, télévente, grand compte, qui, on va dire, développe des nouveaux clients, qui complète le portefeuille de services qu'ont nos clients, et c'est la nappe numéro 2. Quand on développe un nouveau client, quand on acquiert un nouveau client, le modèle en abonnement fait que ce nouveau client, modulo le taux de churn, va être reconduit dans 12 mois ou 24 mois. Et ça, c'est la nappe 2' que vous voyez dans le graphique. Donc si en 2022, nous faisions exactement le même niveau d'acquisition qu'en 2021, nous aurions un chiffre d'affaires en 2022 qui est stable par rapport à 2021. C'est la somme de toutes les nappes bleues que vous voyez dans le graphique. Néanmoins, vous l'avez bien compris, on a mis en œuvre un certain nombre d'éléments qui sont déjà en place, tant d'un point de vue de la rétention que de l'acquisition, et qui doit nous permettre d'améliorer notre niveau d'acquisition en 2022 par rapport en 2021, et donc mécaniquement nous permettre de augmenter notre niveau d'acquisition et avec un délai de 12 à 18 mois, d'augmenter notre niveau de chiffre d'affaires, et ça c'est la nappe orange. Et ce sont ces éléments-là qui nous permettent de donner des objectifs moyen terme pour le groupe. Donc un chiffre d'affaires 2022 stable, comparable à 2021. Pourquoi ? Du fait de cette inertie de la conversion de nos ventes en chiffre d'affaires, avec une croissance de l'ordre de 5% sur 2023 et 2024, qui se convertira en une croissance de l'ordre de 15% de l'EBITDA sur les mêmes périodes 2023 et 2024, et d'être en mesure de dégager des flux de trésorerie opérationnels supérieurs à 90 millions d'euros sur l'exercice 2024. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup messieurs. Alors, merci pour cette présentation très claire qui a suscité beaucoup de questions, je dois dire, avant cette webconférence, mais aussi pendant. Alors, il y a une question que je crois qu'il faut évacuer tout de suite parce qu'elle a été plusieurs fois posée. Vous avez quand même beaucoup d'actionnaires qui sont au capital depuis de nombreuses années. Alors,
les performances passées ne présagent pas des performances futures, et vous êtes là pour relancer la machine, et les perspectives que vous avez annoncées montrent que, et ça, on y reviendra. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est le cours de bourse. On ne va pas remonter loin dans le passé, mais quand même 2021, ça n'a pas été une très bonne année, hein, je crois, une baisse de près de 60%. Comment vous expliquez ça? Alors, effectivement, le cours de bourse, il a été particulièrement chahuté en 2021, alors pour des raisons endogènes, hein, notamment des changements de gouvernance au sein de Solocal, mais aussi dans un contexte d'incertitude fort. Hein, et je pense que tout le monde se souvient aussi de l'impact qu'a eu la crise sanitaire, et notamment le premier confinement sur Solocal. Mais il ne faut pas résumer 2021 à ce passage à vide. 2021 a été une année qui a été porteuse pour Solocal, avec beaucoup d'éléments. Un, comme l'a mentionné Hervé tout à l'heure, donc une confirmation d'une guidance qu'on avait émise en début d'année à 120 millions d'euros une stabilisation du chiffre d'affaires au cours du second trimestre et du troisième trimestre, et qui devrait se poursuivre. Ça fait depuis très longtemps chez Solocal, pour les investisseurs qui nous suivent, que ça n'est pas arrivé. Une stabilisation du parc client de la même manière, et une baisse du churn presque spectaculaire de près de 20% à 11,8%. Alors, en plus de tout ça, tous les éléments qu'on est en train de mettre en place, mais en fait, ils visent à quoi? Ils visent à regagner la confiance de nos clients et aussi de nos actionnaires et de nos investisseurs. Oui, mais est-ce que vous ne payez pas aussi des hypothèses de croissance qui semblent un peu ou excessivement prudentes, parce que parfois on peut quand même ensuite battre plus facilement ses prévisions, ou alors faible par rapport, enfin, dans un secteur où il y a énormément de croissance, qu'on peut constater quand même. Alors on a bien conscience que ces perspectives ont pu décevoir le marché et les investisseurs en particulier. Néanmoins, on s'inscrit aujourd'hui dans un contexte quand même, qui reste très compliqué, incertain. Et donc, on ne peut pas aborder 2022 autrement qu'avec de la prudence. Mais on a un objectif aujourd'hui majeur, c'est de délivrer ce qu'on vous annonce et ce qu'on a annoncé à nos investisseurs. Et notre objectif, c'est de se focaliser sur les opérations et pour être en mesure de délivrer ces objectifs. Il sera temps, le moment venu, de les revisiter à la hausse, on l'espère. Alors, d'autres questions qui viennent relativement souvent, c'est l'image de l'entreprise, l'image en particulier de la marque Page Jaune. Vous avez parlé, Hervé, tout à l'heure, de la satisfaction client. C'était un élément fondamental finalement dans le métier que vous exercez. Comment vous évaluez cette satisfaction client? Comment vous la mesurez-vous? C'est plusieurs questions qui reviennent de la part des actionnaires. Alors, sur la partie satisfaction client, moi je voudrais simplement mettre en perspective 2-3 éléments factuels. Le premier d'entre eux, c'est que, comme nous l'avons réaffirmé, notre portefeuille client aujourd'hui est constitué de 311 000 clients. Et que aujourd'hui, nous avons, et je ne le nie pas du tout, un buzz négatif que nous avons appréhendé autour de 4000 clients. Manifestement, nous les avons maltraités ou, en toute hypothèse, mal conseillés. Donc il y a là un plan de progrès obligatoire chez Solocal, comme je l'ai évoqué plus tôt dans la présentation. Qu'est-ce que nous faisons depuis quelques mois? Une action très concrète. Chaque contact entrant et sortant au téléphone fait l'objet d'une enquête de satisfaction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en une année, vous avez la possibilité d'apprécier le plan
de satisfaction pour 500 000 contacts. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois que nous avons soit un appel entrant, soit un appel sortant, on prenne le pouls de la voix du client. Est-il satisfait? Et ce, quel que soit l'événement du parcours client. Que ce soit une pré-contractualisation, une post-contractualisation, une réclamation. Je veux que nous soyons en situation de connaître nos points de progrès. Donc aujourd'hui, ce plan-là, il est en place. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, nous avons des progrès à faire. En particulier sur la réclamation. Mais sur d'autres événements du parcours client. Je prends par exemple la capacité d'accompagnement, de prise en main d'un site internet. Sur une note de 5, nous sommes à 4,7. Donc nous sommes en train de prendre la dimension de la satisfaction client. Ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup de temps parce que nos offres sont sophistiquées et qu'il faut savoir les expliquer. Mais je ne doute pas que dans les 2 prochaines années, nous allons très nettement améliorer notre satisfaction client. Alors, les clients, c'est une chose, mais pour attirer les clients, il faut aussi attirer les utilisateurs. Ouais. Et là, Page Jaune a perdu manifestement beaucoup d'utilisateurs ces dernières années. Alors, vous avez annoncé le chiffre de 1,7 milliard de recherches. Ouais. Alors, comment il s'inscrit dans la tendance, ce chiffre, et comment travaillez-vous finalement la satisfaction utilisateur? Ouais. Alors, d'abord, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Page Jaune est un média généraliste, tel que d'ailleurs, historiquement, nous l'avons présenté? Ou est-ce que finalement, Page Jaune ne répond pas à des événements de vie et donc de recherche d'information à un instant T? Et nous sommes arrivés à un point où finalement, Page Jaune est un formidable vecteur d'information qualifiée pour nos utilisateurs. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et à partir du moment où vous prenez ce parti pris, alors quels sont les effets de levier à la satisfaction et à l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs? Le premier d'entre eux, c'est l'expérience utilisateur. Et c'est là où j'ai souhaité très rapidement que le moteur de recherche soit modifié. La vitesse de la réponse, la pertinence de la réponse, ce sont des éléments essentiels à la robustesse et à la satisfaction du parcours utilisateur. Sans doute que ces dernières années, nous n'étions pas au rendez-vous. Deuxième élément, c'est que finalement, le mobile first, nous devons aujourd'hui avoir une application mobile extrêmement efficace. D'où deuxième décision de relancer une application mobile moderne, personnalisée. Aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, quand vous utilisez votre téléphone, finalement, vous avez le sentiment qu'il vous connaît aussi bien que vous-même. Page Jaune doit devenir le meilleur ami de son utilisateur. Et donc, la personnalisation, savoir où il est, quelles sont ses envies, quelles sont ses appétences, quels sont ses historiques. Il faut les mettre en valeur et les mettre en avant, parce qu'il faut gagner du temps. Et donc c'est d'abord ces 2 éléments qui ont été, pour moi, absolument essentiels, de moderniser et de mettre au niveau de nos concurrents ou alternatifs. Enfin, je pense en effet que Page Jaune, depuis 6 ans, n'a pas pris la parole sur le marché français. Moi, je souhaite que Page Jaune redevienne un élément de l'écosystème du français. Et donc, nous allons prendre la parole. Nous allons prendre la parole au cours de l'exercice 2022, au travers d'une campagne de publicité. Bon, voilà 3 investissements majeurs, fondamentaux, que nous souhaitons mettre en avant. Et puis enfin, comme je l'ai évoqué pendant la présentation du plan stratégique, on ne peut pas devenir
une plateforme, j'allais dire, de confiance sans une labellisation de ces acteurs. Nous devons installer des critères de décision les plus objectifs pour ces utilisateurs, de telle sorte à ce qu'ils prennent des décisions en parfaite connaissance de cause et finalement dans le plus grand des conforts. Donc pour finir sur page jaune, les avis négatifs sur la marque, vous pensez qu'ils vont finir par disparaître ? Alors sur page jaune, il n'y a pas d'avis négatif. Aujourd'hui, la notoriété, je veux dire, instantanée, c'est de 94%. Je veux dire, finalement, page jaune fait partie du patrimoine français. Là où je souhaite nettement améliorer, très nettement améliorer notre image et notre réputation, c'est sur la marque Solocal. D'accord. Et donc c'est sur tous ces éléments que vous venez de nous indiquer que vous pouvez affirmer que ça y est, le creux de la vague est atteint et que maintenant, dans les années qui viennent, c'est de la croissance ? Écoutez, je suis pas venu pour vous vendre du rêve. C'est pas mon genre et c'est pas mon profil et ma personnalité. En revanche, j'espère avoir convaincu les auditeurs que tout était mis en situation pour retrouver une dynamique de croissance. Néanmoins, je rappelle que cette dynamique de croissance, elle se concrétisera et elle se matérialisera à l'aune du modèle qu'Olivier vous a présenté. C'est un modèle de déversement du chiffre d'affaires en ligne avec l'abonnement. Donc, nous allons tout faire en 2022 pour que les choses s'installent. Et si nous faisons bien les choses, si nous les exécutons très bien, eh bien, normalement, nous devrions les voir en 2023. Olivier, vous nous avez parlé des perspectives de 2022, chiffre d'affaires, excédent brut d'exploitation, flux de trésorerie. Il y a un point que vous n'avez pas abordé, ce qui n'a pas échappé à un actionnaire, qui veut en connaître un peu plus sur l'endettement de Solocal et si vous pouvez nous détailler la dette à long terme et à court terme. Oui, bien entendu. Effectivement, on ne s'est pas attardé sur la dette, on était plutôt sur les aspects opérationnels. Aujourd'hui, la dette brute, c'est 250 millions d'euros. Donc on est très très loin des montants gigantesques qu'on a pu connaître il y a quelques années. 250 millions d'euros. On doit rembourser cette dette dans la majorité en mars 2025. En face de ces 250 millions d'euros de dette brute, on avait au 30 juin, qui sont les derniers comptes publiés, bien entendu, 70 millions d'euros de cash. Et donc, on a une dette nette de l'ordre de 180 millions d'euros. Donc, une fois et demie l'EBITDA, à peu près. Exactement. Donc, ça reste encore très raisonnable par rapport à des niveaux d'endettement dont on peut entendre parler de nos jours. D'accord. Est-ce que ça va vous permettre de verser un dividende en 2022 ? J'aimerais savoir un de vos actionnaires individuels. Écoutez, j'aimerais bien. Aujourd'hui, on n'a pas un niveau de levier qui nous permette de le faire au sens de la documentation bancaire. Pour ça, il faudra, je pense, refinancer notre dette. Ce qu'on s'attachera à faire dès qu'on aura, on va dire, déroulé notre plan, on refinancera et à ce moment-là, effectivement, on sera en mesure d'avoir une stratégie, on va dire, plus souple ou plus accommodante, qui n'est pas aujourd'hui permise par cette dette qui est un héritage du passé et avec lequel on vit et qu'on doit traiter dans les 2-3 prochaines années. Hervé, un actionnaire aimerait savoir ce qu'est devenu l'actionnaire Amar Family. La famille Amar aujourd'hui dans le process de restructuration financière, effectivement, la famille Amar a été un actionnaire important du groupe parce qu'ils avaient plus de 5% du capital et aujourd'hui ils n'ont pas souhaité on va dire participer à l'augmentation de capital mais ils sont pas sortis, donc ils sont dilués. Ils ont été dilués et d'ailleurs David Amar est toujours membre du conseil d'administration et toujours impliqué dans le groupe. D'accord.
Alors, parlons maintenant une autre question qui vient d'arriver à propos de la concurrence en partie, mais aussi d'éventuels rapprochements. Alors, je vous lis la question, elle est un petit peu longue. Il semble que Xavier Niel souhaite créer le futur géant du marketing de proximité avec local.fr. Solocal est-il une cible de part de sa faible valorisation et son large portefeuille client dans un marché où d'autres groupes, publicitaires en particulier, sont aussi à l'affût de ce segment? Est-ce un risque ou une opportunité? Et avez-vous déjà été approché? Alors, d'abord, nous n'avons pas été approchés. Donc nous continuons notre petit bonhomme de chemin, mais nous n'avons pas été approchés de quelque façon que ce soit par les représentants de Xavier Niel. Bon. En revanche, moi je prends cette information comme une très bonne nouvelle, et 2, une opportunité. Je vous rappelle, et je l'ai présenté dans mon chapitre concurrence, que finalement nous opérons, Solocal opère sur un marché extrêmement fragmenté, où les acteurs sont des acteurs qui sont finalement de surface très très faible, économique. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que des investisseurs de notoriété très forts commencent à s'intéresser au marché local. Ce marché va devenir, sans doute, un marché extraordinairement attirant, attractif pour les investisseurs dans les 2 prochaines années. Et sans doute, la crise que nous vivons depuis maintenant 2 ans est sans doute pas étrangère à ce phénomène. Moi, ce que je voudrais retenir en conclusion, c'est que c'est un marché extrêmement important, extrêmement large, mais extrêmement exigeant. La proximité, le dernier kilomètre, va devenir l'élément et le facteur de différenciation de ces acteurs. Et on le voit bien, développer une activité sur un marché ou sur un territoire géographiquement circonscrit, c'est relativement simple. Le déployer nationalement, ça a des effets d'échelle très importants. Solocal, de ce point de vue-là, est extrêmement bien positionné. Vous avez parlé tout à l'heure du retour de la prise de parole. J'ai compris que vous alliez faire de la publicité. Comment, sous quelle forme, quels sont les médias que vous privilégiez? Écoutez, aujourd'hui, la décision de principe a été arrêtée. Notre direction de la communication est en charge de ce projet. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner à ce stade. Moi, je souhaite, rappeler que Page Jaune est extrêmement actif, est un moteur de recherche média extrêmement pointu et qui finalement est constitué de professionnels que je souhaite mettre en avant. Parce que les acteurs économiques locaux méritent d'être mis en avant. Une question vient de tomber, et ce ne sera pas la dernière, mais presque, parce que ça faisait maintenant 1 heure que nous sommes ensemble. Comment expliquez-vous les décalages de vos prévisions en matière d'EBITDA, d'excédent brut d'exploitation, donc vous prévoyez 120 millions, avec des agences de notation qui parlent plutôt de 90. Non, je vois ce à quoi vous faites référence. Effectivement, donc je pense que vous faites référence à la note de Fitch qui a été publiée, je pense, en novembre. C'est pas moi qui fais référence. Non, mais j'imagine que c'est ce à quoi cet actionnaire fait référence. La note de Fitch précise bien, on va dire, les modalités de calcul de l'EBITDA et précise bien que c'est un EBITDA Fitch. Donc il faut bien faire attention à ça. C'est vrai que c'est parfois mystérieux pour l'actionnaire individuel. Mais en tout cas, notre EBITDA est bien celui tel qu'on l'a. C'est un indicateur de performance que l'on a bien défini. Le principal écart
entre la note de Fitch et l'EBITDA selon Fitch et l'EBITDA selon Solocal, c'est qu'il y a 15 millions d'euros qui sont des charges de loyer qui sont comptabilisées selon la norme IFRS 16, et donc on rembourse des loyers, c'est comme de la dette, et Fitch estime que ce remboursement de loyer qui est assimilé à de la dette d'un point de vue comptable est un élément de charge. Donc en fait, ils disent ça fait 120 millions moins 15 millions d'euros de loyer. Et après, ils prennent le coût des services rendus de la retraite, ils font un certain nombre de retraitements dans tous les sens. Mais notre EBITDA, nous n'avons pas changé de définition d'EBITDA, c'est toujours le même, il fait toujours 120 millions d'euros. Et donc d'accord, mais ils ne remettent pas en question vos perspectives opérationnelles. Ils ne remettent absolument pas en cause nos perspectives opérationnelles. Bien entendu, ils ont dû décoter de quelques millions d'euros notre EBITDA parce que ce sont des agences de notation, donc ils ont un devoir, on va dire, de prudence extrême. Néanmoins, nous, on est sur 120 millions d'euros et le principal élément qui explique la différence entre les 120 et les 90, c'est le remboursement des loyers selon la norme IFRS 16. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je vais vous demander à Hervé, ou peut-être à tous les deux, un petit mot de conclusion. On est en début d'année 2022. C'est encore la période des vœux. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Solocal en 2022 ? Écoutez, Aldo, pour ce qui concerne les vœux, j'aurais tendance à exclure Solocal des vœux. Et si j'avais un souhait, c'est que collectivement, nous sortions de cette crise sanitaire qui, j'allais dire, nous pollue la vie depuis près de 2 ans. Voilà, ça serait mon souhait. Pour ce qui concerne Solocal, je pense que 2022 sera une année pivot. Ce sera vraiment l'année d'exécution de notre plan. Et encore une fois, je le répète, cette exécution, elle passera par 3 faits saillants. Notre renforcement de notre stratégie commerciale, notre amélioration de la relation client et le positionnement durable de Page Jaune en tiers de confiance. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la capacité du groupe à exécuter son plan stratégique pour 2022. Voilà ce qui va m'animer pendant les 12 prochains mois. Vous animez-vous et toute l'équipe qui vous entoure. Et ben écoutez, je vous remercie en tout cas, messieurs, Hervé Milsan, Olivier Rognard, d'avoir été avec nous. Je vous remercie, vous tous, de nous avoir écoutés, de nous avoir envoyé des questions. Cette présentation sera bien évidemment à votre disposition, en tout cas sur le site de la F2IC, et vous pourrez aussi la revoir, nous réécouter à loisir. Ceux qui sont parmi nous aujourd'hui et ceux bien sûr qui se sont inscrits, et puis tous ceux qui le souhaiteront. Nous avions reçu beaucoup de questions écrites, on n'a pas tous pu les traiter, mais nous avons traité vraiment les principales et celles qui revenaient le plus souvent. Mais vous, l'équipe de la communication financière est à votre disposition pour y répondre si vous le souhaitez. Merci beaucoup et à très bientôt.